racinaire de la veste, ce que l'on voit, bon, là on l'a coupé, on l'a coupé, mais il y a un système racinaire quand même qui descend assez profond et elle produit énormément de racines superficiellement, donc c'est une plante qui regroupe, on va dire, les avantages d'une graminée en ayant des racines assez superficielles, également, on va pas dire d'une plante pivotante, mais presque, avec une racine qui descend en profondeur, et avec les avantages d'une légumineuse en produisant de l'azote. Le seigle forestier, c'est la plante, c'est la graminée qu'on utilise en mélange avec de la vesse pour les zones humides, où on souhaite avoir un couvert non gélif qui perdure pendant l'hiver et qui nous permet d'assécher les terres au printemps pour pouvoir réaliser les semis de printemps dans des meilleures conditions. En plus, en termes de production de semences, ça se produit bien, on va dire. Et en termes de levée, étant donné que c'est pas une très grosse graine, on a des bonnes levées. Donc là encore. Et puis c'est encore, c'est une plante très intéressante également. On regarde par ses racines, bon, qui sont certes superficielles, mais c'est spécifique, on dirait les racines fasciculées des graminées. Mais ça nous permet de restructurer ou de maintenir les sols, éviter la compaction des sols, et encore une fois le ressuyage des sols, puisque ça repart assez bien au printemps. Regarde. Je suis heureuse. Et moi aussi je suis heureuse. Quand tu vois de la vie comme ça dans le sol, c'est pas le cas de partout. Bon, la saison s'y prête également, puisque c'est la période où on a plus d'humidité dans le sol, donc même les vers de terre aussi ils sont heureux. Des beaux anéciques. Ouais. Avoine scrigosa, c'est encore une fois c'est notre graminée la plus utilisée dans les couverts gélifs. Donc on associe toujours, elle est toujours introduite dans les graminées, pour nos couverts gélifs, parce que c'est une plante déjà toujours la même chose, une bonne germination, assez facile puisque c'est une petite graine, production de semences assez facile à faire, bon système racinaire pour restructurer, comme on peut voir. On a des belles racines, donc ça va bien, ça se prête bien dans notre système et nos conditions également climatiques. Donc est toujours la même chose, le rapport surface occupée en production de semences par rapport à surface semée, couverte, c'est assez intéressant. Donc un bon chevelu, assez facile à détruire, à maîtriser, et pour des doses de semis également assez faibles, puisqu'on est de l'ordre de, on sème ça à peu près à 20 kg hectare, donc finalement c'est peu de quantité embarquée, donc une grosse autonomie pour le semis. Donc là on est dans du pois protéagineux, énormément d'eau. Pour se faire la main, disons que c'est une bonne plante pour commencer, parce que c'est assez facile à produire, mais quand on avance dans la technique des couverts, on constate que finalement petit à petit il n'y a pas tant d'intérêt que ça, donc nous on l'a retiré. Pas tant d'intérêt que ça, parce qu'on peut le voir, il n'y a pas
développement racinaire n'est pas excessif, une bonne production de nodosité. On rencontre toujours le même problème que pour la févrole ou d'autres plantes, pour d'autres espèces à grosses graines. On a quand même des problèmes de levée puisque c'est des grosses graines. Et comme on sème, il faut semer ça en mélange à peu près, on sème ça à 80 kg par hectare. Grosses graines, donc ça veut dire beaucoup de quantité embarquée pour peu de surface semée, réalisée. Mais l'avantage du poids protéagineux, c'est que encore le rapport production de semences, surface semée est correct, on va dire, puisqu'on arrive à faire des rendements qui sont aux alentours de 3 tonnes par hectare pour 80 kg par hectare semé. Donc ça va, c'est assez correct par rapport à de la févrole où pour la même quantité de semé, on a un rendement presque moitié moins. Agronomiquement, c'est une plante qui a un bon développement, assez, on va dire, assez feignante quand même. Le développement au début est assez lent, le démarrage, qui gèle, comme on voit à cette période, les premiers froids sont arrivés. Déjà le couvert est stoppé, donc ça de ce point de vue là c'est vraiment intéressant. Ça gèle très bien, donc ça c'est pour la partie des avantages. Petit à petit on est en train de la retirer de nos couverts pour remplacer. On va tester le pois fourragé. Et c'est vrai que la févrole est quand même vachement intéressante. D'une part par son système racinaire, et puis d'autre part elle produit quand même pas mal de nodosité. On a pu constater les avantages et inconvénients du couvert de tournesol. C'est que pour date de semis équivalente, on a un couvert qui monte à graines, donc ça c'est pas bien. Le tournesol ne présente pas un grand intérêt dans les couverts, puisqu'il est déjà très présent dans notre rotation. Donc d'un point de vue maladie, c'est pas très sain. Malgré que d'un point de vue restructuration, je pense que c'est une des meilleures espèces, puisqu'il a un système racinaire qui est assez puissant, un pivot. On a pu le constater également sur nos terres un peu plus lourdes, sur l'île, où on a des problèmes, on arrive à avoir des problèmes d'excès d'eau. C'est que les parcelles on souffre, sont bien mieux drainées, bien mieux drainées sur où le précédent était un tournesol. Alors est-ce que c'est le fait que le tournesol assèche plus la terre ou restructure mieux la terre? Bon. Mais dans tous les cas c'est un constat qui est fait. En saison humide, en hiver humide, on a moins de problèmes sur les parcelles où on a eu du tournesol l'année d'avant, comme pour la luzerne. Elle regroupe, la GES, ça regroupe et présente un très grand nombre d'avantages dans nos systèmes. C'est une graine de taille moyenne voire petite, donc bonne germination, une germination plus facile. C'est en termes de logistique, on a semé ça à peu près à 20 kg par hectare en mélange, donc avec beaucoup de quantité embarquée, on fait beaucoup d'hectares. Donc ça c'est un autre avantage d'un point de vue logistique. Ensuite c'est une plante qui n'est pas appréciée par les animaux et qui est au contraire, d'après ce que j'ai lu, est toxique. Donc nous, le problème avec les moutons qui viennent paître dans nos couverts sans contrôle, parce que même si le pâturage peut être bon, mais un pâturage excessif n'est pas bon, donc ça présente un gros avantage. Et puis en plus, d'un point de vue agronomique, on a un système racinaire, on va le voir, on a un système racinaire qui est hyper puissant. C'est une plante qui est hyper agressive, on voit ça couvre bien le sol, donc c'est vraiment moi j'ai beaucoup d'espoir dans cette plante. La seule chose qui nous reste, le seul doute qui nous reste à lever, c'est en termes de production de semences. D'après ce que je sais, c'est pas évident de produire en semences. Et ça, je pourrais vous le dire l'année prochaine. Donc on a quand même regarde, on a une plante, qui est quand même très très intéressante au niveau racinaire. On voit qu'il y a un bon développement là. Peut-être pas autant que la vesse,
pas aussi puissant que la Févrole, mais ça reste quand même très raisonnable avec une production de nodosité qui est très correcte. Et en plus, ça pousse pas trop en hauteur, ça couvre bien le sol, donc en termes de lutte, de compétition avec les mauvaises herbes, c'est intéressant aussi. Et puis en plus c'est beau, ça fait des belles fleurs. Donc voilà. On a vraiment de gros problèmes, on n'arrive pas à faire lever du trèfle. Mais pareil, c'est quand même super intéressant parce qu'il a quand même une racine qui descend bien. Donc en termes de restructuration du sol, ça c'est super. On voit quand même à cette époque il n'y a pas trop de production de nodosité, ça peut être un inconvénient. Et l'autre chose, c'est que le trèfle ne produit quand même n'a pas une masse végétative très importante, ne développe pas une masse végétative très importante. Donc en termes de couverture du sol pour concurrencer les mauvaises herbes, c'est quand même pas l'idéal. Après, l'intérêt du trèfle en culture associée avec le colza, par contre là c'est intéressant. Mais l'éternel problème, les productions de semences, j'en parle pas, puisque déjà on n'arrive pas à le faire lever, donc production de semences, ça c'est vraiment très compliqué. On a eu que des échecs lorsqu'on a essayé. Donc pour nous, moi je pense que le trèfle n'est pas tellement adapté dans notre région. Le contexte pédoclimatique fait que c'est une des plantes qui ne va pas dans notre coin, qui se comporte très bien dans d'autres régions, plus dans le centre de la Roumanie. Et on a plutôt du trèfle par rapport à la luzerne, alors que la luzerne se comporte beaucoup mieux dans notre région. On est dans une région où le régime de précipitation est environ de 450 mm annuels, très très mal répartis. Au niveau température, on a des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 20 l'hiver et qui montent régulièrement jusqu'à 40 l'été, en période estivale. Donc pour nos petits vers de terre, ça fait des grosses variations. On a très peu d'intersaisons, donc un printemps qui en général est très, très court ou inexistant. Un automne qui est souvent, depuis 3 ans maintenant, qui est souvent très sec, assez long. Et l'hiver qui a tendance à arriver, les gros froids qui ont tendance à arriver plutôt fin janvier, février, où là on a des gros froids. Et également énormément de vent. Aussi, que ce soit aussi bien l'hiver, donc ça accentue en plus l'effet de froid. L'été, c'est très problématique parce que ça accentue encore, ça sèche encore plus vite les plantes. Et le printemps, le problème du vent, c'est pour l'épandage des engrais et la pulvérisation, ça nous réduit énormément nos fenêtres d'intervention et nos qualités d'épandage, que ce soit aussi bien en produits phytosanitaires qu'en engrais. Au niveau pédo, on va dire, c'est des terres, on est dans des régions où c'est des terres de type tchernosium. Donc la caractéristique du tchernosium, c'est des terres qui sont très noires, foncées, avec grosso modo, on est à des taux d'à peu près de 65-70% de limon, entre 25 à 35% d'argile, on va dire, très peu de sable, pas de présence de cailloux, des pH élevés, au 7,5 et au-delà de 7,5, taux de matière organique qui tourne aux alentours de 3 sur les endroits, mais à noter que c'est de la matière organique qu'on peut dire qui est morte, et une activité, on va dire, microbienne, une vie dans le sol qui est très basse. Pourquoi ? Peut-être est-ce que c'est lié au pH, chose que j'ai appris, ou est-ce que c'est du fait des erreurs du passé ? Est-ce que c'est du fait des conditions climatiques ? Ça, c'est encore une des choses que l'on doit apprendre à connaître, à découvrir pour pouvoir expliquer ça.